Le soldat rentra chez lui espérant trouver de la chaleur, mais tout ce qu'il vit fut le froid panneau indiquant « Vendu ». Dans le garage désolé, il se figea en voyant sa fille recroquevillée, endormie dans une voiture en panne, et la vérité qui s'ensuivit le fit fondre en larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. David Miller traînait une vieille et lourde valise derrière lui. Il marchait lentement dans cette rue qui lui avait autrefois semblé familière, mais qui paraissait maintenant étrangement étrangère. Durant le long voyage de retour, il avait imaginé le moment où la porte d'entrée s'ouvrirait à la volée, sa fille se précipitant dans ses bras, et la cuisine remplie de la même chaleur que toujours. Mais lorsqu'il s'arrêta devant le portail, chaque image vola en éclats. Un grand panneau barrait la porte d'entrée, VENDU. David resta paralysé, sa main crispée sur la poignée de la valise. Ce panneau ne pouvait pas être réel. C'était la maison que lui et sa défunte femme avaient construite de leurs propres mains, le foyer où il avait confié sa fille, l'endroit qu'il avait laissé sous la garde de sa sœur et de son beau-frère durant les années où il avait été rappelé au service. Et maintenant, tout s'était évanoui avec un seul panneau impitoyable. Il essaya de tourner la clé dans la serrure, mais la porte ne bougea pas. Elle avait été changée. La maison était plongée dans une obscurité et un silence total, dépourvu de toute trace de chaleur familiale. Dans l'immobilité, David recula, ses yeux balayant les environs. C'est alors seulement qu'il l'entendit. Un son faible, à peine audible, provenant du garage voisin. Un léger bruissement, comme quelqu'un qui bougeait dans l'ombre. Ses instincts de soldat prirent immédiatement le dessus. David se dirigea vers le garage, sa main se resserrant sur la poignée de la valise, ses oreilles tendues pour capter chaque bruit. La porte du garage grinça lorsqu'il la poussa, le lourd acier gémissant et laissant échapper une odeur de moisi mêlée à l'odeur âcre de l'huile de moteur. À l'intérieur, un rayon de lune se glissa à travers une fissure de la porte et tomba sur un coin sombre où une vieille voiture en panne reposait sous une épaisse couverture de poussière. Et là, sur la banquette arrière de cette voiture, se trouvait une petite silhouette recroquevillée, serrant un sac à dos déchiré. David se figea, le cœur serré en reconnaissant la silhouette familière. Émilie, le nom de sa fille, s'échappa de sa gorge étranglée. La petite fille sursauta et leva la tête. Ses yeux, rouges et encore humides de larmes, s'écarquillèrent dans l'obscurité. Sa voix tremblante brisa le silence. « Papa ?» À cet instant, les jambes de David fléchirent soudainement. Il laissa tomber la valise et tomba à genoux devant la banquette, enlaçant étroitement son enfant. La chaleur fragile de son corps lui coupa presque le souffle. Émilie enfouit son visage dans la poitrine de son père, son petit corps secoué de spasmes. David sentit chaque larme brûlante imprégner sa veste, se mêlant à celle, amère, qui coulait sur son propre visage. Il regarda autour de lui, dans ce vieux garage, autrefois un simple lieu pour les voitures et les outils, devenu une chambre improvisée pour sa fille de 10 ans. La voiture en panne, sa fierté quand il vivait encore avec sa femme, était devenue son lit. La poussière recouvrait les vitres, mais de légères empreintes de mains montraient où Émilie avait essuyé une petite zone pour s'appuyer. Une fine couverture était négligemment posée sur elle, bien insuffisante pour lutter contre le froid mordant. David frissonna, non pas à cause de l'air nocturne, mais de la douleur qui montait en lui. Il serra sa fille plus fort et murmura « Je suis désolé de t'avoir laissé seule comme ça. » Émilie ne répondit pas, elle se cramponna seulement plus fort, comme si elle craignait qu'en le lâchant, il ne disparaisse à nouveau. Son silence le déchira encore plus. Il savait qu'elle avait tant enduré qu'elle n'avait plus la force de crier ou de se plaindre. Des questions déferlèrent dans son esprit. Pourquoi la maison avait-elle disparu? Pourquoi sa fille était-elle forcée de dormir dans un garage? Où étaient sa sœur et son beau-frère, ceux-là même en qui il avait eu confiance, ceux qu'il avait laissé séjourner chez lui pour traverser une période difficile? Comment avait-il pu laisser son enfant finir ainsi? Dans le garage glacial, au milieu de l'odeur d'huile et de poussière de métal, les bras d'un père serraient sa fille fort contre lui. Et dans ses yeux, le choc et le chagrin laissèrent lentement place à une résolution dure et inflexible. Il découvrirait la vérité, et il récupérerait tout pour son enfant. Si vous rentriez chez vous après des années d'absence et trouviez votre propre enfant dormant dans un garage froid, que feriez-vous? David tenait Émilie fermement dans ses bras, sentant chaque faible respiration de sa petite fille. La nuit pesait encore de son obscurité glaciale, mais son esprit était en ébullition. Portant Émilie hors du garage, il se dirigea vers une partie plus éclairée de la rue, trouvant un coin ombragé sur le trottoir, loin du panneau vendu accroché au portail de la maison.
Épuisé, l'enfant s'était endormi, sa tête reposant sur l'épaule de son père. Il la regarda, la gorge nouée. « Émilie, dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi es-tu ici comme ça ?» Émilie s'éveilla, ses yeux gonflés brillant de larmes. Elle frotta son visage contre sa poitrine, puis éclata en sanglots. Le son de ses pleurs étouffés déchira le cœur de David. « Oncle Richard, il m'a mise à la porte. La maison, notre maison a été vendue, papa. Et tante Marie, elle est très malade. Elle est à l'hôpital maintenant. » Ces mots le frappèrent comme la foudre. Pendant des mois, il avait essayé de les joindre, mais ses appels n'aboutissaient jamais. Les rares conversations avec Marie se terminaient brusquement, sa voix si faible qu'elle lui laissait un sentiment d'angoisse rongeant. C'est ce qui l'avait finalement poussé à demander une permission d'urgence et à rentrer à l'improviste. Mais il n'aurait jamais imaginé revenir à ça. Serrant Émilie contre lui, il se précipita vers l'hôpital. La lumière du soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital, froide et sans vie. Émilie se serra contre David, sa petite main tremblant encore. Sur le lit d'hôpital reposait Marie Harris, la sœur de David. Son visage était pâle comme un linge, ses yeux creusés. Même après avoir reçu des soins médicaux, elle était si faible qu'elle ne pouvait pas s'asseoir seule. David la regarda, se forçant à retenir la fureur qui brûlait dans sa poitrine. Il se souvenait avec une clarté douloureuse du jour où il avait tout confié, sa foi, sa maison, son avenir à sa propre famille, n'imaginant jamais que ce serait le début d'une telle tragédie. 3 ans plus tôt, le jour où David s'était réengagé, cette petite maison était remplie de rires mêlés aux larmes des adieux. Richard, son beau-frère, était au chômage, sa petite entreprise ayant fait faillite. Marie, sa sœur, était devenue maladive à cause du surmenage et du stress. David était intervenu sans hésitation, posant une main ferme sur l'épaule de Richard. Il lui avait donné une tape rassurante. « Pourquoi ne pas vous installer ici ? Il y a plus d'espace et Émilie a besoin de la famille pendant mon absence. » Il avait tendu à Richard une photocopie du titre de propriété et un petit livret d'épargne. La solde militaire, qu'il avait soigneusement mise de côté pour Émilie. C'est son allocation mensuelle pour ses besoins, petits ou grands. « Appelle-moi si besoin. » Richard avait hoché la tête avec empressement, le couvrant de promesses. « Ne t'inquiète pas, David. Émilie fait partie de la famille. Elle sera traitée comme une princesse. Et cette maison, j'en prendrai soin mieux que de la mienne. » Marie, debout à côté d'eux, toussait doucement dans sa main, mais ses yeux doux brillaient de gratitude. David avait serré Émilie fort dans ses bras, lui inculquant la confiance qu'elle serait en sécurité avec sa tante et son oncle. Il ne se doutait pas que ce serait la dernière fois qu'il verrait sa maison intacte et que ses promesses n'étaient qu'un masque pour une cruelle tromperie. Maintenant, Marie pleurait, des larmes coulant sur sa tempe. « Richard, il a dit que c'était juste des papiers temporaires. Juste pour emprunter de l'argent pour sauver le magasin. J'étais trop malade pour comprendre quoi que ce soit. Richard a promis qu'il la rachèterait. Il m'a dit que tout allait bien, que c'était juste une formalité, et je l'ai cru. » Elle leva une main tremblante et osseuse pour couvrir son visage. « Je l'ai cru. Je n'ai pas pu l'arrêter à temps. » Marie regarda Émilie, les yeux débordant de larmes. « C'est une si bonne fille. Elle ne se plaint jamais, ne dit jamais rien qui pourrait m'inquiéter. Merci, Émilie. » La voix de Marie faiblit, que ce soit par émotion ou par honte. David savait que Marie était aussi une victime, trompée et manipulée par Richard qui avait profité de sa faiblesse. Et pourtant, il ne pouvait se défaire de la déception que sa sœur, aveuglée et impuissante, ait laissé les choses dégénérer à ce point, transformant sa petite nièce innocente en un fardeau dans la maison de son propre père. David serra la main d'Émilie, si frêle et effroyablement mince. Silencieusement, il se fit une promesse. « Richard, tu paieras pour tout ça. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, ses yeux balayant le monde extérieur. Par hasard, il remarqua un reçu de l'hôpital glissé parmi les papiers sous l'oreiller de Marie. C'était une dette énorme, et le nom du responsable indiqué sur la facture de l'hôpital, estampillé du logo d'une société d'usuriers, était celui de Richard Harris, en lettres grasses. Cela frappa David comme un coup de massue. Il le plia, le glissa dans la poche de sa veste, et ses yeux se durcirent de détermination. Il ne pouvait pas rester assis à l'hôpital pendant que la vérité sur Richard et la vie d'Émilie était encore enfouie dans l'ombre. Après avoir demandé à l'infirmière de veiller sur Marie, il prit Émilie par la main et la fit sortir. La fillette était encore faible, mais la douleur dans le cœur de David était bien plus grande. Il avait besoin de réponses.
Il erra dans le quartier, retraçant la route familière qui menait à la maison qui lui appartenait autrefois. Le grand panneau « Vendu » y était toujours accroché, une plaie ouverte gravée sur sa poitrine. Il se rendit chez Sarah Thompson, la voisine qui avait été comme une famille pendant des années. Dès que Sarah le vit, des larmes coulèrent de ses yeux. « Oh David, tu es de retour. Que s'est-il passé? Où est Emily? Je me suis fait un sang d'encre pour elle. » David saisit la main de Sarah, sa voix rauque. « Elle est avec moi. » « Mais Sarah, que s'est-il passé avec la maison et Emily? » Sarah prit une longue inspiration, son regard lourd de chagrin. « Richard, il a complètement changé, David. Après l'hospitalisation de Marie, il a commencé à boire à en perdre la raison. J'ai vu Emily plus d'une fois au magasin de M. Brown, mendiant du pain ou simplement debout dehors, à regarder. Elle est devenue si maigre, ses vêtements usés et déchirés. Les nuits froides, je la voyais recroquevillée, endormie sur ton porche, pendant que son oncle ronflait à l'intérieur. » La poitrine de David se serra. Dormir sur le porche, dans la maison de son propre père. Sarah continua, sa voix montant de colère, « Je l'ai même vue laver le linge toute seule, l'étendre sur un fil. Des vêtements d'adulte trop grands, comme si elle était une domestique dans sa propre maison. Et quand Richard était ivre, il l'insultait, la mettait dehors. David, j'ai tellement voulu aider, mais il m'a menacé, ne vous mêlez pas des affaires de ma famille ou vous le regretterez. » Les mots de Sarah entaillèrent le cœur de David comme des couteaux. Comment sa fille avait-elle été forcée de vivre, d'être maltraitée à l'intérieur même de la maison qu'il avait construite de sa sueur et de son sang? Juste à ce moment-là, un petit homme à l'allure minable s'approcha. Il jeta un coup d'œil à David, puis à la maison. « Vous êtes le frère de Richard? Ce salaud m'a trompé. Il a promis de me céder cette maison pour régler sa dette avec moi. Et alors? Il l'a vendue à quelqu'un d'autre et a disparu. » David le reconnut comme l'un des créanciers. La voix de l'homme se durcit. « Des dettes de jeu, n'est-ce pas? Il a même dit qu'il utiliserait l'allocation de la petite pour me rembourser. »« Quelle dette? » demanda David. « Des dettes de jeu, quoi d'autre? » cracha l'homme. Il a prétendu que les allocations de dépendance militaire de la fille allaient arriver et qu'il utiliserait cet argent pour couvrir ses dettes. Maintenant, il a disparu, la maison a été vendue et je me retrouve avec rien. Maudit salaud! Une rage incontrôlable envahit David. Vous avez osé jouer non seulement cette maison, mais même les allocations de votre propre nièce. Sa main se serra si fort que les veines saillirent. Il frappa du poing le vieux mur à côté de lui. Une fissure nette résonna alors que le plâtre se fendit en une longue fracture. Sarah et le créancier sursautèrent tous les deux. Les yeux injectés de sang de David ne portaient plus de fatigue ou de chagrin, seulement de la fureur et de la détermination. La maison était partie, sa fille avait enduré des souffrances impensables, et Richard paierait le prix. Avez-vous déjà vu votre maison, le sang de votre famille, disparaître à cause de la cupidité d'un parent? Avez-vous déjà confié votre maison à votre famille pour tout perdre à cause de cette confiance? Si oui, veuillez partager votre histoire. David serra la main d'Emily et la ramena dans le vieux garage. Le soleil était déjà haut, mais les faibles rayons qui se glissaient à travers les fissures n'étaient pas suffisants pour chasser le froid humide et mordant à l'intérieur. L'odeur rance de graisse et le lourd parfum de poussière flottaient dans l'air. David alluma la vieille lampe de poche suspendue au mur. Sa faible lueur jaune éclairait à peine la voiture en panne, la même dans laquelle Emily avait dormi toute la nuit précédente. Il s'assit, attira Emily près de lui et l'enveloppa dans ses bras. « Emily, » murmura-t-il, sa voix chaude d'amour mais lourde de douleur, « dis-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ? Comment as-tu vécu ?» Emily hésita, son petit visage portant encore des traces de peur. Elle serra ses petites mains fines avant de commencer lentement à parler, sa voix à peine plus qu'un murmure, comme si elle craignait que quelqu'un ne l'entende. Je cuisinais pour moi. Tante Marie était trop faible et oncle Richard était toujours sorti. Je nettoyais la maison, je lavais les vêtements. Et chaque fois qu'il rentrait ivre, je devais lui ouvrir ses bières, lui apporter de l'eau pour le dégriser. Elle s'arrêta, prit une inspiration tremblante et ajouta d'une voix chevrotante, « J'avais si peur, papa. » Il me criait dessus tout le temps, ses yeux tout rouges. Oncle Richard disait, « Si tu oses le dire à quelqu'un, n'espère plus avoir un toit au-dessus de ta tête dans cette maison. » David ferma les yeux. Dans son esprit, il voyait les petites mains tremblantes de sa fille se débattre dans cette cuisine froide, se préparant des repas insipides pour ensuite servir l'homme ivre, quelqu'un à qui il avait autrefois offert un abri dans sa propre maison.
sa fille avait été traitée comme une simple servante, un fardeau indésirable. « Et la nuit dernière ?» demanda doucement David, sa poitrine se serrant à chaque mot. Émilie baissa la tête, sa voix se réduisant à un murmure. « La nuit dernière, oncle Richard a bu et s'est mis en colère. Il a crié « Dehors ! Ne reste plus dans cette maison !» J'ai eu si peur que je me suis enfui dans le garage et j'ai dormi dans la vieille voiture. » Les larmes coulèrent de nouveau sur les joues d'Émilie alors qu'elle enfouissait son visage dans l'épaule de son père en sanglotant. « J'avais si peur, papa. J'ai juste attrapé ce sac à dos déchiré et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Je ne savais pas où aller. Je me souvenais seulement de ta voiture. Je pensais qu'au moins ici, je pourrais encore sentir ta chaleur. » Les mots d'Émilie transpercèrent le cœur de David comme un millier de couteaux. Qu'est-ce que sa fille avait enduré dans cette maison, ce foyer même où il avait placé sa confiance, où il avait laissé son enfant en sécurité? David la serra contre lui, si fort qu'Émilie laissa échapper un faible gémissement. Il déposa un baiser sur son front, puis releva la tête, les yeux brûlants de fureur. La nuit tomba, et le garage froid n'était éclairé que par le faible faisceau d'une lampe de poche, projetant des ombres sur les murs tachés. David lutta pour porter Émilie à l'extérieur. La petite fille serrait son sac à dos usé, les yeux rouges et gonflés. Leur bien ne se résumait à rien de plus qu'une valise cabossée. Michael Reed, un vieil ami de David, avait réussi à leur trouver un appartement subventionné pour les anciens combattants. C'était minable, humide, avec un seul lit et une minuscule cuisinière à gaz, mais au moins ce n'était plus un garage sombre. « C'est notre maison maintenant, papa ?» La voix d'Émilie tremblait. David la serra contre lui. « Juste pour l'instant, ma chérie. Je vais tout recommencer. Nous aurons à nouveau une vraie maison. » Il étendit une couverture et y allongea Émilie. À la lueur d'une vieille lampe jaune, David réchauffa une conserve de soupe. L'odeur chaude raviva des souvenirs de jours meilleurs. Émilie mangea cuillerée par cuillerée, son visage maigre nouant la gorge de David de chagrin. « Papa, est-ce qu'on pourra réparer notre maison un jour ?» David hocha la tête, sa voix ferme. « Oui. Je te ramènerai dans notre vraie maison. » Cette nuit-là, dans la petite pièce humide, David se fit un serment silencieux. Il se battrait pour sa fille, pour la justice, pour le foyer qui avait été trahi. Soudain, des coups violents tonnèrent contre la porte, brisant la paix fragile. La vieille porte en bois trembla violemment. David et Émilie sursautèrent. Une grande ombre s'étira sur le sol. L'odeur d'alcool frappa les narines de David, envahissant la pièce. Richard Harris, son beau-frère, se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux vitreux, le visage rougeaud à cause de l'alcool, son attitude arrogante et insolente. Il s'était caché, mais maintenant il était de retour, avec un nouvel objectif éhonté. Émilie se recroquevilla contre David, les yeux écarquillés de peur. L'ombre de Richard semblait engloutir la petite pièce, et avec elle le reste de son enfance. « Eh bien, le soldat est enfin rentré », ricana Richard en entrant. Son regard balaya l'appartement minable avant de se poser sur David et Émilie. Sa voix était rauque, dégoulinant de mépris. « Parfait timing. Je vous cherchais. » David se leva, poussant Émilie derrière lui dans le coin le plus sûr près du lit. Ses yeux brûlaient de fureur, les veines saillantes à ses tempes. Il s'était contenu depuis le matin, mais maintenant, face à l'homme qui avait détruit la vie de sa fille, toute trace de patience s'évanouit. « Qu'est-ce que tu veux ?» La voix de David était glaciale. Richard éclata d'un rire amer, frappant la paume de sa main sur la petite table. « Ce que je veux de l'argent. Mon argent. Tu me le dois, lâche. » David n'en croyait pas ses oreilles. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu as vécu dans ma maison, tu l'as vendue, tu as laissé ma fille dormir dans un garage. Nous sommes coincés dans ce taudis, et tu oses te montrer ici pour réclamer de l'argent ?» Richard retroussa les lèvres, riant sauvagement comme si David avait raconté une blague. « C'est ça, tu me dois de l'argent. Tu crois que cette gamine a survécu ces 3 dernières années toute seule, sans moi ? Elle serait morte de faim, à la rue. Je me suis occupé d'elle, je lui ai donné un toit, de la nourriture. Et maintenant que tu es de retour, tu dois me payer, lâche. » Il frappa du poing la boîte de soupe vide. « J'ai les papiers. La tutelle temporaire. Les reçus pour tous les soins que j'ai fournis. Combien tu vas me payer ? » Richard plongea la main dans la poche de son manteau sale et en sortit une pile de papiers froissés. Il les jeta par terre. David baissa les yeux. C'était une feuille manuscrite griffonnée qui disait « Autorisation de tutelle temporaire pour Émilie Miller » avec une signature contrefaite de son nom,
et une pile de reçus de dépenses manuscrits, listant tout, de la nourriture aux factures d'électricité et d'eau, en passant par les frais de nettoyage et même les frais de surveillance nocturne. Chacun était signé par Richard Harris, les chiffres manifestement inventés, s'élevant à des dizaines de milliers de dollars. Tu as falsifié des documents, gronda David, les yeux injectés de sang. Tu me crois aveugle? Cette signature n'est pas la mienne. Richard éclata de rire. Qui peut le dire? Tu es parti depuis 3 ans. Que sais-tu de ce qui s'est passé à la maison? Après tout, peut-être que tu l'as signé et que tu as juste oublié. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui me suis occupé de la gamine. J'ai les droits ici. Sans moi, elle serait à la rue. Paie et je m'en vais, dit-il en haussant les épaules, sans aucune honte. Ou non, et je l'emmènerai ailleurs. Je suis son tuteur temporaire, j'en ai le droit. On verra si tu arrives à la retrouver. Je m'assurerai qu'elle finisse dans un endroit où tu ne la retrouveras jamais. David se figea. Il osait. Il osait réellement utiliser sa fille comme moyen de pression. Vendre la maison ne suffisait pas, maintenant il voulait aussi lui arracher Emily. La fureur qui montait en lui explosa. Il se jeta en avant, les poings serrés. Une partie de lui, le soldat qui avait survécu au champ de bataille, ne désirait rien de plus que d'écraser ce visage effronté d'un seul coup net. Mais une autre partie, le père, le veuf, le frère qui avait déjà perdu sa maison, hurlait à l'intérieur, « Reste calme. C'est son jeu. Il veut que tu perdes ton sang-froid pour pouvoir tout te mettre sur le dos. Il veut te détruire complètement. » David prit une profonde inspiration, essayant de calmer sa respiration. Il fit face à Richard, sa voix assez froide pour glacer l'air. « Tu ne poseras pas un doigt sur elle. Pas un seul cheveu sur la tête de ma fille. » Voir David se contenir ne fit qu'agresser davantage Richard. Il se dirigea droit vers Emily, tendant la main pour l'attraper. « Je veux récupérer la fille. Je m'occuperai mieux d'elle, ah !»« Ne touche pas à ma fille !» rugit David, se déplaçant comme l'éclair pour bloquer la main de Richard et le repousser. Richard chancela et percuta le vieux mur. La lampe de poche qui y était suspendue trembla, tomba et plongea la pièce dans une obscurité suffocante, éclairée seulement par la faible lueur de la fenêtre. Le bruit de l'impact, le cliquetis de la vaisselle et les jurons de Richard remplirent l'air. Emily poussa un cri terrifié et s'agrippa à David dans l'ombre. La lutte entre les deux hommes devint violente. Richard, ivre mais toujours furieux, se jeta sur David, saisissant son col et essayant de le faire tomber. Mais David, endurci par la force et l'expérience d'un soldat, esquiva facilement les coups maladroits de Richard. Il voulait seulement le maîtriser, pas le blesser trop gravement, car David avait besoin de Richard vivant, pour qu'il soit traduit en justice. « Tu oses me frapper, maudit soldat !» beugla Richard, donnant un coup de pied dans la boîte de soupe qui roulait sur le sol. « Tu crois que tu peux me faire quoi que ce soit? J'ai les droits, je suis le tuteur. Je vais emmener la fille. Que peux-tu lui donner? Tu n'as même pas un sou. Cette maison, je l'ai déjà vendue. Et tes allocations d'anciens combattants, je vais les utiliser pour payer mes dettes. C'est le prix de ta stupidité. » Au moment où Richard mentionna les allocations et la maison, cela frappa David comme un éclair. Cet homme n'avait pas seulement vendu la maison, n'avait pas seulement abandonné Emily. Il visait aussi la maigre pension d'anciens combattants de David. La rage déferla en lui, brisant ses dernières retenues. Il accula Richard dans un coin. Un bruit sourd résonna, mais David le relâcha immédiatement, prenant une profonde inspiration pour garder le contrôle. « Tu es un salaud !» gronda David, son visage à quelques centimètres de celui de Richard, son souffle chaud portant le poids de la guerre et de la fureur. « As-tu la moindre idée de comment cet enfant a vécu? Sais-tu la peur qu'elle a endurée ?» Richard toussa et crachota, mais força un rire moqueur. « Je ne lui ai jamais rien fait. Elle est toujours en vie, non? Ah! Et toi, qu'est-ce que tu crois que tu vas récupérer? Tu n'as aucune preuve, soldat. Tu n'es qu'un ancien combattant fou avec un TSPT. Qui va te croire? » À ce moment précis, une lueur bleue scintilla de l'extérieur. Sarah Thompson, la voisine au grand cœur, avait été attirée par le bruit venant de l'appartement. Prudemment, elle s'approcha et sortit son téléphone de sa poche. Elle avait entendu les cris, le fracas. Ce qu'elle vit, c'est David plaquant Richard contre le mur, tandis que Richard hurlait des mots vils et répugnants. Le sang ne fit qu'un tour dans les veines de Sarah. Elle savait ce qu'elle devait faire. D'une main tremblante, elle appuya sur le bouton d'enregistrement. La faible lueur de l'écran du téléphone de Sarah suffit à Richard pour la remarquer. Ses yeux s'écarquillèrent.
Ou qu'est-ce que vous faites, vieille sorcière? Il se débattit, essayant de se libérer, se jetant sur Sarah pour lui arracher son téléphone. Mais David fut plus rapide. Avec chaque once de force qui lui restait, il projeta Richard au sol et l'immobilisa. Sarah, continuez d'enregistrer, rugit David, sa voix résonnant dans l'espace exigu. Il croisa son regard, stable et féroce, lui transmettant sa force. Richard, étalé sur le sol, continuait de divaguer, bien que sa voix tremblât maintenant de peur. J'ai des droits. C'est mon argent. Je suis le tuteur. Je vais emmener la fille. Criait-il, ses mots brouillés par l'alcool et la panique. David le regarda fixement, ce visage tordu et malveillant. Il savait que c'était la preuve dont il avait besoin. Il avait déjà le témoignage d'Emily, de Marie, de Sarah. Maintenant, il avait l'enregistrement de George Coleman et cette vidéo. David se releva, relâchant Richard. L'homme resta là, haletant, son corps tremblant. Il réalisa qu'il avait perdu. Se relevant péniblement, Richard sortit de l'appartement en titubant, crachant des jurons dans la nuit avant de disparaître dans le couloir. Ses pas s'estompèrent, puis disparurent complètement. Sarah entra, le visage encore pâle mais les yeux inébranlables. Elle regarda David, puis Emily, qui sanglotait dans les bras de son père. « David, j'ai tout enregistré. Absolument tout. » Elle brandit son téléphone, l'écran toujours lumineux. David serra Emily plus fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. Il hocha légèrement la tête, le cœur lourd, mais éclairé d'une étincelle d'espoir. C'était le début. Ils allaient se battre. Il se réveilla tout et prépara une tasse de café noir bien fort avec la vieille bouilloire électrique qu'il avait empruntée au propriétaire. Le café était brûlant, mais il ne parvint pas à apaiser le froid dans sa poitrine. Il s'assit à la table bancale et étala les papiers que Richard avait laissés derrière lui, la soi-disant autorisation de tutelle et les reçus de frais de soins. David Miller était un soldat. Il connaissait les documents juridiques. Un seul coup d'œil suffit pour qu'il voie la contrefaçon maladroite. La signature David Miller sur l'autorisation était faible et tremblante, ne portant aucune de la ferme résolution d'un homme qui avait autrefois porté un fusil pour défendre son pays. Cela ne fit qu'attiser sa colère. Emily se réveilla en se frottant les yeux. « Papa, où allons-nous maintenant ? » « Nous allons retrouver notre maison, ma chérie, » répondit David, sa voix basse, stable, emplie de détermination. Il savait que ce serait une bataille longue et difficile. Il ne se battait pas seulement pour une maison, mais pour son honneur, pour les années où il avait été absent, et surtout, pour la paix d'Emily. La première étape fut d'emmener Emily à la banque où il avait autrefois confié à la fois sa foi et ses allocations militaires pour son avenir. Emily s'agrippait à son dos, ses grands yeux parcourant nerveusement la pièce. David s'approcha du guichet et expliqua les informations du compte d'Emily, demandant à examiner les transactions récentes. La jeune guichetière, dont le badge indiquait Sarah, leva les yeux vers David. Une lueur de surprise traversa son visage à la vue d'un soldat au visage buriné dont les yeux, malgré son apparence endurcie, portaient une profonde inquiétude. Elle tapa sur son clavier, parcourant les registres. David remarqua que l'expression de Sarah changeait lentement. Elle s'arrêta, puis s'éclaircit doucement la gorge. « Monsieur Miller, il semble que ce compte a été presque vidé, et il y a plusieurs gros retraits effectués par un homme nommé Richard Harris, utilisant une procuration signée de votre nom. » La poitrine de David se serra. « Ma signature ? Pourriez-vous me montrer une copie de cette procuration ? » Sarah hésita, regardant autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un n'entende. Elle semblait incertaine, mais ensuite, apparemment poussée par quelque chose dans les yeux du soldat et l'expression effrayée de la petite Emily, elle prit sa décision. « Veuillez patienter un instant, monsieur. » Elle quitta le guichet et entra à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, Sarah revint, tenant une pile de dossiers. Elle les posa soigneusement, les protégeant du regard des autres, puis tendit à David une photocopie. « Voici une copie du formulaire d'autorisation que Richard Harris a soumis. J'ai aussi eu des doutes sur cette signature depuis un certain temps, car elle ne ressemble pas à celle de vos autres dossiers. Mais nous avons vérifié la pièce d'identité de M. Harris, et elle était valide. » David fixa la photocopie. Cette signature griffonnée ne ressemblait en rien à sa propre écriture ferme et décidée. « Ce n'est pas ma signature, » dit-il entre ses dents serrées. Il l'a falsifiée. Sarah hocha légèrement la tête, les yeux pleins de sympathie. « Je le pensais aussi, mais nous n'avions pas assez de preuves pour rejeter la transaction. »
De plus, Richard Harris a également soumis une copie d'une ordonnance de tutelle temporaire du tribunal local, lui accordant pleine autorité sur les biens d'Emily. Une ordonnance de tutelle temporaire? David était stupéfait. Il avait même falsifié un document judiciaire. Ce n'était plus de la fraude personnelle, c'était de la fraude organisée. Sarah baissa légèrement la tête. Je suis vraiment désolé, mais je peux vous donner des copies de toutes les transactions et les informations sur l'acheteur de votre maison. Vous devriez peut-être contacter un avocat. David remercia Sarah, l'esprit en ébullition. Tenant la pile de dossiers dans ses mains, il savait qu'il avait maintenant ses premières pièces à conviction. Richard Harris n'avait pas seulement volé de l'argent, il avait délibérément tenté de légitimer son crime en falsifiant à la fois la signature de David et des documents judiciaires. En quittant la banque, David appela Michael Reed, un vieil ami et avocat communautaire qu'il avait contacté la nuit précédente. Michael, un homme d'âge mûr aux cheveux argentés, avait été un procureur passionné avant de devenir un avocat dévoué à la défense des droits de la communauté, en particulier des anciens combattants. « Michael, c'est moi. Es-tu libre? J'ai besoin de te voir tout de suite. » La voix de David ne pouvait cacher l'attention. « David, j'ai appris que tu étais de retour, et Sarah Thompson vient de m'appeler. Elle m'a fait un bref résumé. Je suis au bureau en ce moment, viens. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » La voix profonde et stable de Michael rassura un peu David. David et Emily prirent un taxi pour le cabinet d'avocat de Michael. C'était un petit bureau niché dans un vieil immeuble du centre-ville, mais propre et ordonné. Michael Reed se leva pour accueillir David, son expression grave. Ses yeux s'adoucirent en tombant sur Emily, qui se cachait derrière son père. « David, assieds-toi. J'ai déjà entendu un peu parler de ta situation. Je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé, à toi et à Emily. » Michael se tourna ensuite vers la jeune fille. « Bonjour Emily, je m'appelle Michael Reed. Je vais aider ton père à se battre pour la justice. » Emily hocha timidement la tête, toujours timide. David posa une pile de documents sur le bureau. « Voici ce que j'ai réussi à obtenir de la banque, Michael. Une procuration falsifiée, des transactions suspectes, et cette soi-disant ordonnance de tutelle temporaire de Richard. » Michael chaussa ses lunettes de lecture et examina attentivement chaque page. Il étudia la signature sur la procuration, la comparant avec des échantillons de la signature de David qu'il avait déjà. « C'est clairement une contrefaçon, » murmura Michael, « c'est flagrant. Mais le fait que Richard ait obtenu une ordonnance de tutelle temporaire du tribunal, c'est une autre affaire. Si ce document est réel, Richard a peut-être trompé tout le système juridique. » David raconta toute l'histoire de la nuit précédente, l'arrivée de Richard à leur appartement minable, sa demande éhontée de paiement pour l'avoir élevé, la bagarre qui s'ensuivit, et Sarah Thompson enregistrant tout en vidéo. Même si Emily était assise juste à côté de lui, elle frissonna lorsque David répéta les détails. Michael écouta attentivement, son visage devenant de plus en plus sérieux. « Si ce que tu dis est vrai, David, alors ce n'est pas juste une petite escroquerie immobilière. Richard Harris a commis des actes de maltraitance sur enfants, a falsifié des documents publics et a montré des signes d'extorsion. La vidéo de Sarah est une preuve cruciale. » Il prit son téléphone, appela Sarah Thompson et lui demanda de lui envoyer la vidéo immédiatement. « Alors, que pouvons-nous faire ?» demanda David, sa voix pleine d'espoir mais teintée d'inquiétude. Michael retira ses lunettes et regarda David droit dans les yeux. « Nous allons le poursuivre en justice, David. Nous allons traîner Richard Harris devant les tribunaux, non seulement pour récupérer ta maison et l'argent que tu as perdu, mais pour laver ton nom, plus important encore, pour s'assurer qu'Emily ait une vie sûre et paisible. Cette affaire ne sera pas simple. Richard pourrait essayer des ruses, même retourner la faute contre toi. Mais je crois que nous avons suffisamment de preuves. Nous nous battrons pour la justice, pour Emily. » Une étincelle s'alluma dans les yeux de David. Il hocha la tête sans hésitation. « Je te fais confiance, Michael. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ma fille. » Cet après-midi-là, David et Emily retournèrent au petit appartement. Tenant sa fille près de lui, il sentit une partie du fardeau sur ses épaules s'alléger. Il avait trouvé un allié de confiance. Emily s'agrippa à lui, semblant plus calme maintenant, comme si elle aussi sentait la sécurité qu'il dégageait. David savait que ce n'était que le début. La vraie bataille était encore à venir. Mais il était prêt à y faire face. Il posa sa main sur l'épaule d'Emily et la regarda droit dans les yeux. « Tu devras être très courageuse, ma chérie. Nous affronterons la vérité ensemble, peu importe à quel point ce sera difficile. »
L'appartement minable était encore enveloppé dans la pénombre de la fin de soirée. Emily s'était endormie profondément sur le lit, son visage plus paisible qu'il ne l'avait été à aucun moment depuis le retour de David. David était assis silencieusement à la table quand son téléphone vibra. Michael Reed. David, j'ai confirmé avec Sarah. La vidéo de Richard de la nuit dernière est d'une clarté cristalline. Ce sera une preuve solide au tribunal, la voix de Michael parvint à travers la ligne, stable et rassurante. Et j'ai aussi contacté George Coleman. Il a accepté de nous rencontrer. C'est l'un des plus gros créanciers de Richard, et il en sait peut-être plus sur lui que nous ne le pensons. Il est prêt à coopérer ? Demanda David, une note de doute dans la voix. Il savait que les usuriers n'étaient jamais des gens de confiance. Richard l'a doublé. C'est sa motivation. Il veut voir Richard puni, et il espère que si tu récupères ta maison, tu régleras sa dette, expliqua Michael. Sois prudent, David. Ce n'est pas un ami, mais il pourrait être la clé pour obtenir la preuve décisive dont nous avons besoin. Le lendemain matin, David et Michael Reed rencontrèrent George Coleman dans un bar délabré, niché au fond d'une ruelle du quartier rouge, où des néons vacillants projetaient une lueur trouble, lourde d'une odeur d'alcool et de fumée. George Coleman, un homme chauve et lourdement tatoué, était assis les jambes croisées sur une chaise, roulant un cigare entre ses doigts. Ses yeux froids et calculateurs les fixèrent avec une intention tranchante comme un rasoir. « Asseyez-vous. » George fit un signe de tête, évitant leur regard. « Richard a dit que vous me cherchiez. » David s'assit en face de lui, avec Michael à ses côtés. « Nous voulons la vérité sur Richard Harris et ses dettes, » dit David sans détour. George laissa échapper un rire rauque, soufflant un nuage de fumée droit au visage de David. « La vérité, hein ? La vérité, c'est que ce salaud de Richard m'a arnaqué. Il a promis de vendre ta maison pour couvrir la montagne de dettes de jeu qu'il a accumulées. Je l'ai cru, mais au final, il l'a vendu à James Walker à la place, puis a disparu avec l'argent. Je le traque moi-même maintenant. » David serra les poings sous la table. Le nom de James Walker, encore. Il avait eu raison de penser que cet homme n'était pas innocent. « Alors, avez-vous des preuves » demanda Michael, calme et professionnel. George ricana, son rire sombre et troublant. « Des preuves ? Bien sûr. Je ne suis pas assez stupide pour laisser ce rat me tromper sans assurance. J'ai un petit cadeau spécial pour vous aussi. » Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un vieux téléphone. En appuyant sur un bouton, un enregistrement crépita. La voix déformée mais reconnaissable de Richard Harris s'éleva. « Ne t'inquiète pas, George, l'argent va arriver. J'ai trouvé une solution. Je vais vendre la maison de David. Plus qu'assez pour rembourser ce que je te dois, et il m'en restera encore beaucoup. Et Emily, oublie-la. Qu'elle se débrouille. C'est juste un poids mort. Tout ce qui compte, c'est que je rembourse ma dette. » Chaque mot frappa David comme un marteau sur le crâne. Son sang battait, ses oreilles bourdonnaient, et une rage incontrôlable déferla en lui. Des images d'Emily, maigre, tremblante dans le garage, lui racontant comment elle prenait soin d'elle-même pendant que son oncle ivre la négligeait, lui revinrent en mémoire. Richard ne l'avait pas seulement abandonnée, il l'avait rejetée, la traitant comme un simple fardeau. David sentit son corps trembler alors que d'horribles souvenirs du champ de bataille revenaient en force. Les coups de feu, les cris, l'odeur de la poudre et la présence de la mort elle-même. Sa poitrine se serra, comme si quelque chose écrasait ses poumons. Ses poings se crispèrent si fort que ses ongles s'enfoncèrent profondément dans ses paumes jusqu'à ce que le sang perle. Il voulait se jeter sur George Coleman, briser ce téléphone en morceaux, hurler au visage de Richard, déchirer cet ignoble enregistrement. Michael Reed remarqua le changement soudain chez David. Il savait que David était sur le point de perdre le contrôle, au point où les souvenirs du TSPT pourraient ressurgir. En un instant, Michael posa fermement sa main sur l'épaule de David, la serrant doucement, une prise à la fois stabilisatrice et autoritaire. « Reste calme, David. Respire. Nous avons besoin de cette vérité. Ne le laisse pas gagner. » La voix de Michael ramena David au présent. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration et se força à repousser les images et les sons obsédants. Il était un soldat, il avait été entraîné à maîtriser ses émotions, à affronter le danger de front. Mais ce n'était pas un champ de bataille. C'était la trahison au sein de sa propre famille. C'était l'agonie de la souffrance de sa fille. George Coleman afficha un sourire narquois qui donnait des frissons à quiconque le voyait, observant la réaction de David avec une satisfaction tordue. « Eh bien, maintenant vous avez vu le vrai visage de ce salaud, n'est-ce pas ?
Il ne vous a pas seulement trompé, il m'a trompé moi aussi. David hocha la tête, luttant pour garder son expression composée. J'en ai assez vu. Merci, George Coleman. C'est une pièce à conviction cruciale. George éteignit le téléphone. Alors, vous avez toutes les preuves dont vous avez besoin maintenant, n'est-ce pas? Quand vous aurez enfin récupéré la maison, n'oubliez pas la dette que vous me devez. Michael Reed intervint. Nous examinerons chaque dette légitime. Richard a vendu cette maison à James Walker. Nous aurons besoin de plus de détails sur cette transaction. George Coleman fronça les sourcils. James Walker, c'est un requin de l'immobilier. Il achète des maisons à problème pour une bouchée de pain et les revend à des prix exorbitants. Il savait absolument que les papiers de Richard étaient faux, mais le profit était trop gros pour laisser passer, alors il a simplement fermé les yeux. Ce type n'est pas un poids-plume. George continua à fournir plus de détails sur James Walker, sur la façon dont il contournait souvent la loi pour saisir des propriétés. Il révéla également que Richard était un habitué de certains casinos et bars où ses dettes s'étaient accumulées. Il semblait que Richard était un gros débiteur, et vendre la maison de David n'était qu'une petite partie de son plan insensé pour s'en sortir. En quittant le bar, David et Michael sortirent dans la rue au néon. L'air nocturne était froid, mais la poitrine de David brûlait de feu. Il avait une autre preuve, une qui ne pouvait être niée. Sur le chemin du retour vers l'appartement minable, les pensées de David tourbillonnaient. Richard n'était pas seulement un homme négligent, c'était un démon. Il était prêt à vendre n'importe quoi, n'importe qui, juste pour son argent de jeu. Quand David arriva enfin à l'appartement, il trouva Emily assise tranquillement sur le lit, tenant un petit carnet. Elle avait commencé à tenir un journal, une façon de déverser ses sentiments. Les yeux de David tombèrent sur quelques lignes maladroites mais indubitables. Jour, mois, année, oncle Richard a encore ramené ses amis pour boire. Il m'a encore crié dessus. J'ai encore dû dormir sur le porche. Je veux vivre dans la maison de papa, mais oncle a dit que ce n'est plus la mienne. Papa me manque tellement. Des larmes coulèrent de nouveau sur le visage de David. Le journal de sa fille, une preuve gravée dans l'âme fragile d'un enfant, deviendrait leur arme la plus puissante. Le journal d'Emily, ainsi que l'enregistrement audio de George Coleman et la vidéo de Sarah Thompson, étaient empilés sur le bureau de Michael Reed. Chaque pièce à conviction était un poignard planté dans les crimes de Richard. David les regarda, la poitrine brûlant de fureur, mais une lueur d'espoir naissait en lui. Emily avait fait preuve d'un courage extraordinaire en racontant ce qu'elle avait enduré, et David ne permettrait pas que ce courage soit vain. Il serra fermement la main d'Emily et murmura « Tu n'as plus peur, et moi non plus. » Richard Harris est devenu un joueur désespéré et un escroc professionnel, dit Michael Reed, sa voix calme et stable. Il survit de mensonges et de combines bon marché. Nous avons assez de preuves pour l'inculper, mais le trouver et l'amener est une autre affaire. Il a disparu, insaisissable comme une anguille. David hocha la tête. Il savait que Richard ne se montrerait pas facilement. L'homme était rusé, apparaissant toujours quand il y avait quelque chose à gagner et disparaissant au moment où il sentait le danger. Nous avons besoin d'un plan, dit David. Michael Reed sourit du sourire confiant d'un avocat qui avait affronté de nombreux escrocs. J'en ai déjà un. Les hommes comme Richard Harris partagent toujours deux faiblesses, la cupidité et le désespoir. Il est noyé sous les dettes. Nous utiliserons sa propre cupidité pour le faire tomber. Le plan fut élaboré avec une minutie méticuleuse. Mettant à profit son vaste réseau de contacts, Michael organisa un faux appel téléphonique d'un soi-disant nouveau créancier, un nom inventé, un numéro intraçable. Cette voix promit d'effacer les dettes écrasantes de Richard s'il acceptait de coopérer à une affaire lucrative. Désespéré et acculé, Richard mordit à l'hameçon. Il accepta de se rencontrer dans un bar délabré appelé le Verre Vide, niché dans un quartier désolé de la ville, où des néons faibles vacillaient et l'odeur rance de la bière flottait dans l'air. C'était l'endroit parfait pour que Richard se sente assez en sécurité pour s'engager dans une affaire louche. Cette nuit-là, David et Michael Reed attendaient. Ils n'entrèrent pas directement dans le bar. David connaissait la nature méfiante de Richard, sa vigilance constante. Ils se garèrent à plusieurs rues de là et observèrent. Pendant ce temps, sous la coordination discrète de Michael, des unités de police avaient été stratégiquement positionnées tout autour, prêtes à intervenir au moment où le signal serait donné. Vers minuit, une vieille voiture s'arrêta devant le bar. Richard en sortit en titubant, sa démarche instable, mais ses yeux brillaient de cupidité et d'anticipation. Il poussa la porte et entra.
David et Michael observaient depuis la fenêtre. À l'intérieur, Richard avait déjà commencé à se vanter auprès de ses compagnons de beuverie. Michael avait placé l'un de ses agents là, déguisé en ivrogne, assis assez près pour capter chaque mot. À travers l'oreillette, David pouvait clairement entendre la voix de Richard, « Je suis sur le point de toucher le gros lot. Une fois que cette affaire sera conclue, ces sales créanciers ramperont à genoux pour me supplier. La maison de ce maudit soldat, je la rachèterai et la revendrai, tiens. Les allocations d'anciens combattants? Bien sûr qu'elles sont à moi. Cet idiot de David a vraiment cru que je m'occuperais de la petite Émilie gratuitement. » En entendant ces mots, David sentit tout son corps s'enflammer de rage. Ses mains se crispèrent sur le volant alors qu'il luttait pour garder le contrôle. Michael posa une main rassurante sur son épaule. « C'est presque fini, David. Laisse-le simplement creuser sa propre tombe. » Après une heure de boisson et de vantardise, Richard sortit du bar en titubant. Ses yeux troubles et méfiants balayèrent la rue. Soudain, ils se posèrent sur la voiture de David, garée dans l'ombre. Richard fronça les sourcils, comme si un instinct l'avertissait que quelque chose n'allait pas. Son rythme s'accéléra, ses yeux dardant partout. « Il sait, » murmura Michael. « David, prépare-toi. » Richard se mit à courir, plongeant dans la ruelle sombre. David n'hésita pas. Il ouvrit la portière et sauta dehors, Michael juste derrière lui. « Richard Harris, arrêtez-vous. » Le rugissement de David déchira la nuit. Richard se retourna, le visage pâle en apercevant David et Michael. La prise de conscience le frappa, il était piégé. Ses yeux s'écarquillèrent de panique. Désespérément, il se jeta sur David, les poings en avant. Le combat explosa dans la rue déserte, éclairé seulement par la faible lueur des lampadaires. Richard se débattit comme un animal acculé, lançant des coups de poing sauvages et frénétiques, alimentés uniquement par la peur et la rage. David se déplaçait avec précision, esquivant les coups de Richard avec les réflexes calmes d'un soldat entraîné. Il n'essayait pas de le blesser gravement, Richard devait être jugé. Mais l'homme était téméraire. Soudain, Richard fouilla dans sa poche et en sortit un petit poignard. « Tu crois que tu peux me tuer, soldat ?» hurla Richard, la lame scintillant sous la lumière. « Lâche ce couteau, Richard !» aboya Michael en se rapprochant. Juste à ce moment-là, le hurlement des sirènes de police déchira la nuit. Des lumières rouges et bleues clignotèrent aux deux extrémités de la ruelle. Des officiers étaient arrivés, refermant le piège. Richard se figea, le visage vidé de sa couleur. Il laissa tomber le couteau, puis tenta désespérément de s'enfuir, mais il était bien trop tard. Deux officiers se précipitèrent sur lui, le plaquant au sol. Richard se tordit et jura furieusement. « Vous n'avez pas le droit. Je suis le tuteur. J'ai les papiers. » Un officier le fouilla et sortit un document froissé de sa poche intérieure. « Qu'est-ce que c'est ?» Il le brandit. Des papiers de tutelle temporaire pour Émilie Miller et une copie d'une ordonnance du tribunal, mais ça ressemble à un faux. L'officier de police regarda Richard, sa voix dégoulinant de mépris. « Richard Harris, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents, fraude, détournement de fonds et suspicion de maltraitance d'enfants. Tout ce que vous venez de dire dans ce bar a été enregistré. » En entendant ces mots, Richard Harris se figea. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il avait été piégé. Il avait été trompé. David regarda Richard se faire menotter et emmener. Il n'y avait aucun sentiment de triomphe dans son cœur, seulement du vide. C'était le prix de la trahison. Il se tourna vers Michael et hocha fermement la tête. « Merci, Michael. Nous l'avons enfin eu. » Michael Reed posa une main ferme sur l'épaule de David. « Ce n'est pas la fin, David. C'est seulement le début. Le procès est encore à venir, et nous devons nous assurer que justice soit faite. » David jeta un coup d'œil vers la ruelle sombre où les lumières de la police clignotaient encore. Un poids lourd avait été levé de ses épaules, mais au fond de lui, il savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres de la salle d'audience, projetant de longs faisceaux sur les rangées de bancs en bois rigide. L'atmosphère était suffocante de tension. David serra fermement la main d'Émilie. La petite fille était assise à côté de lui, ses grands yeux parcourant la pièce comme pour essayer de saisir le poids du procès. Richard Harris, le visage contusionné et les yeux hagards de peur, était assis au banc des accusés, à côté de son avocat commis d'office. L'homme arrogant et agressif de cette nuit-là dans l'appartement minable avait disparu. La peur était gravée sur chaque ligne de son visage. « Tout ira bien, ma chérie »,
murmura David à Emily, lui donnant une douce pression sur la main. Les mots étaient destinés à apaiser non seulement sa fille, mais aussi lui-même. Il s'était méticuleusement préparé pour ce jour. Le procès commença. Le procureur exposa l'affaire, énumérant clairement les chefs d'accusation, fraude, falsification de documents publics et maltraitance d'enfants. Michael Reed, agissant en tant que conseil de David et Emily, se leva pour parler. Sa voix résonna dans la salle d'audience. « Mesdames et messieurs les jurés, votre honneur, il ne s'agit pas simplement d'une affaire d'argent ou de propriété. C'est l'histoire d'une trahison, d'une enfance volée, et d'un père et de sa petite-fille qui se battent pour retrouver la justice. » Michael commença à présenter les preuves. D'abord vint l'acte de propriété original de la maison, portant le nom de David Miller, à côté d'une procuration falsifiée soumise par Richard à la banque. Votre honneur, cette signature n'est en aucun cas celle de David Miller. Nous avons un témoignage d'expert confirmant qu'il s'agit d'une contrefaçon. L'avocat de Richard objecta rapidement, « Votre honneur, mon client a simplement été chargé de gérer la propriété pendant la longue absence de M. Miller. Tout a été fait légalement. » Légalement ? Les lèvres de Michael se courbèrent en un mince sourire. Si c'était légal, alors pourquoi la maison a-t-elle été vendue ? Et pourquoi la fille de David Miller a-t-elle été forcée de dormir dans un garage ? Il diffusa ensuite un enregistrement audio obtenu de George Coleman. La voix de Richard Harris emplit la salle d'audience. « Cette maison de David, je vais la vendre. Ce sera assez pour couvrir ce que je te dois, et j'empocherai encore une bonne somme. Quant à m'importe, c'est de rembourser mes dettes. » La salle d'audience tomba dans le silence, puis des murmures parcoururent les bancs. Le visage de Richard Harris devint blême. Il baissa la tête, incapable de croiser le regard de qui que ce soit. « Votre honneur, » poursuivit Michael, « nous avons une autre preuve qui démontre la cruauté et l'effronterie de l'accusé. » Il présenta une vidéo enregistrée par Sarah Thompson la nuit où Richard était venu à l'appartement minable de David. La vidéo montrait Richard exigeant agressivement de l'argent pour avoir élevé l'enfant, essayant d'arracher Emily à David, et hurlant des insultes tout en se vantant d'avoir vendu la maison. Sarah Thompson, en tant que témoin, se leva et confirma l'authenticité de l'enregistrement. Et enfin, Michael se tourna vers la barre des témoins. « Nous aimerions appeler Madame Carter, l'institutrice d'Emily Miller, à témoigner. » Madame Carter, une femme d'âge mûr aux cheveux argentés, s'avança à la barre. Sa voix était douce mais résolue. « Votre honneur, Emily est une bonne élève, mais au cours des 3 dernières années, elle est souvent venue en classe avec des vêtements en désordre, parfois même affamés. Elle semble très effrayée, souvent renfermée. Plusieurs fois, quand je lui demandais comment elle allait, elle disait seulement « Je vais bien », mais ses yeux étaient pleins de tristesse et d'inquiétude. L'avocat de la défense de Richard objecta rapidement « Votre honneur, il s'agit simplement d'un témoignage subjectif qui n'a aucune valeur juridique. » Aucune valeur juridique. Michael arqua un sourcil. « Alors permettez-nous d'entendre le témoin le plus important dans cette affaire. » Michael se tourna vers Emily. David resserra sa prise sur sa petite main, lui donnant de la force. Lentement, Emily se leva. Sous le regard de dizaines de personnes dans la salle d'audience, elle était minuscule, frêle, presque engloutie par le vaste espace qui l'entourait. « Emily, » demanda doucement le juge, « y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire ?» Emily regarda droit vers le juge, ses grands yeux clairs mais remplis de la douleur qu'elle avait endurée. Elle prit une profonde inspiration, sa voix tremblante mais assez stable pour résonner dans la salle d'audience. « J'ai dormi dans le garage de mon père parce qu'oncle Richard m'a mise dehors. » Un faible sanglot s'échappa du siège de Marie. Elle avait été autorisée à assister à l'audience avec le soutien d'une infirmière. Le visage de Marie devint cendré, ses yeux larmoyants fixés sur Richard. Le juge insista doucement. « Pourquoi n'as-tu rien dit à personne ? Pourquoi n'as-tu pas cherché d'aide ?» Emily baissa la tête, puis la releva, sa voix se brisant mais pleine de courage. « Oncle Richard a dit que si je parlais, il ne me resterait plus personne. Il a dit que je perdrais ma maison, mon institutrice, tout le monde. Oncle Richard a dit que je finirais à la rue. » La salle d'audience tomba dans le silence. Pas un bruit ne se fit entendre. Même Richard Harris devint pâle, ses yeux fuyants, incapable de rencontrer le regard d'Emily. Les mots innocents et véridiques d'un enfant avaient mis à nu toute la cruauté et la solitude qu'elle avait endurée. Michael Reed n'eut pas besoin d'ajouter un mot de plus. Il regarda simplement Richard, les yeux pleins de mépris. Puis il se retourna vers le juge. « Votre honneur,
nous avons également le témoignage de Mary Harris, la sœur de David Miller et l'épouse de l'accusé. Mary a confirmé que Richard Harris l'a trompée sur le but de la vente de la maison, et elle l'a personnellement vu négliger Emily pendant qu'elle était hospitalisée. Nous soumettrons la déclaration enregistrée du témoignage de Mary à la cour. Mary, frêle mais résolue, hocha légèrement la tête, son visage marqué par un profond regret. Ces mots n'étaient pas destinés à s'excuser, mais à affirmer les méfaits de Richard. L'avocat de la défense de Richard tenta de contre-attaquer, mais chaque argument semblait faible face aux preuves indéniables et aux témoignages limpides d'Emily. Richard Harris, sur la base de toutes les preuves et témoignages présentés devant cette cour, je vous déclare par la présente coupable de fraude, de falsification de documents publics et de maltraitance d'enfants. Cette cour vous condamne, Richard Harris, à 10 ans de prison. Le marteau du juge frappa fermement, mettant fin au procès. Toute la salle d'audience éclata en soupirs de soulagement. Le visage de Richard Harris devint cendré. Il s'effondra sur sa chaise, sans voix. David enlaça étroitement Emily, une vague de libération se propageant dans son corps. Enfin, justice avait été rendue. Après le procès, David et Emily ne retournèrent pas à l'appartement minable. Michael Reed avait déjà accompli les procédures légales qui restituaient la maison à David. Leur maison, celle qui leur avait été si effrontément volée, était enfin de nouveau la leur. Lorsque David et Emily se tinrent devant le portail de la vieille maison, leurs cœurs se gonflèrent d'émotions contradictoires. Le grand panneau « Vendu » y était toujours accroché, et à l'intérieur, les traces de négligence demeuraient. Mais cette fois, il n'était pas seul. David arracha le panneau et le jeta de côté. Il sortit la clé nouvellement taillée, la glissa dans la serrure rouillée et poussa la porte. L'air à l'intérieur empestait le moisi, la poussière et l'odeur persistante d'alcool rassis. La maison était vide, froide, dépouillée de tout objet de valeur. Richard avait tout vendu. Emily entra prudemment, ses petits pas hésitants, ses yeux cherchant quelque chose de familier. La vieille lampe de poche de David, celle qui avait autrefois éclairé l'obscurité du garage, était maintenant posée dans un coin du salon, sa faible lueur étant la seule source de lumière. « Nous allons tout réparer », dit David, sa voix ferme de détermination. « Nous allons en refaire un vrai foyer. » Le père et la fille commencèrent leur travail. David utilisa le peu d'argent qu'il avait de la vente de quelques vieux objets militaires et de ses économies sur le compte des anciens combattants. Lui et Emily nettoyèrent chaque pièce, balayant 3 années de poussière et de négligence. Emily, bien que si petite, ne cessa de travailler. Elle essuya chaque vitre, balaya chaque coin comme si elle voulait effacer tous les souvenirs terrifiants qui avaient autrefois vécu dans ses murs. Le vieux garage, l'endroit même où Emily avait trouvé une trace de réconfort en cette nuit fatidique, fut la première priorité de David à restaurer. Il ne voulait pas le démolir. « Ça fait partie de notre histoire, ma chérie », dit-il à Emily. Le vieux chargeur de voiture cassé où elle s'était autrefois recroquevillée pour dormir fut poli jusqu'à ce qu'il brille, une nouvelle couche de peinture recouvrant ses rayures. David enleva la banquette arrière et posa une planche de bois dessus, la transformant en le tout premier bureau d'Emily dans leur nouvelle maison. Le chargeur, autrefois une relique de son grand-père, autrefois son abri douloureux, était maintenant transformé en un symbole d'espoir, d'apprentissage, d'un nouveau départ. Dans les jours qui suivirent, la gentillesse commença à arriver à leur porte. Sarah Thompson, leur voisine au grand cœur, apporta des repas chauds et aida au nettoyage et à la peinture. Madame Carter, l'institutrice d'Emily, passa avec des fournitures scolaires et des livres neufs. Même certains des anciens camarades de David de son unité, apprenant ses difficultés, vinrent prêter main forte. Ensemble, ils réparèrent la maison. Les bruits de rire, de conversation, de marteaux frappants et de pinceaux balayant le bois résonnèrent dans les pièces, chassant le silence suffocant qui avait autrefois étouffé l'endroit. Un après-midi, alors que David repeignait la porte du salon, Mary Harris apparut. Elle s'appuyait sur sa béquille, marchant faiblement, le visage pâle mais les yeux remplis de remords. David savait qu'elle était sortie de l'hôpital et était en convalescence. « David », la voix de Mary tremblait en parlant, « je suis désolé. J'étais si faible, j'ai laissé les choses aller trop loin. Je n'ai pas pu protéger Emily. Je suis tellement désolé pour elle. » Des larmes coulèrent sur ses joues. David posa le pinceau et s'avança, enlaçant sa sœur. « Tout va bien, Mary. Tu as aussi été une victime. Richard t'a trompé autant que n'importe qui. Pour l'instant, concentre-toi simplement sur ta guérison. Prends soin de ta santé. À partir d'aujourd'hui, je m'occuperai d'Emily. Elle sera en sécurité. »
Marie pleura dans les bras de son frère, sentant le poids du pardon et l'amour inconditionnel de la famille. Ce soir-là, la maison de David et Émilie brillait de nouveau de lumière. Des faisceaux chauds brillaient à travers les fenêtres, repoussant l'obscurité qui l'avait autrefois enveloppée. Émilie était assise à son nouveau bureau, façonné à partir du vieux chargeur, un crayon à la main. Elle ouvrit son journal usé et écrivit sa dernière entrée. Jour, mois, année ce soir, notre maison a de nouveau de la lumière. Je n'ai plus peur. La voiture de papa, où j'ai dormi seul dans le noir, est maintenant mon bureau. Je sais que j'ai beaucoup perdu, mais j'ai trouvé la chose la plus importante. Papa est revenu. Maintenant, j'ai une vraie maison, parce que papa est revenu. David se tenait à l'embrasure de sa porte, regardant sa fille. Il regarda le bureau fait à partir de la vieille voiture, son visage paisible. Les cicatrices du passé ne guériraient jamais complètement, mais ils apprendraient à vivre avec. Il avait tant perdu, la maison, l'argent et la foi en sa propre famille. Il avait enduré la misère, repartant de rien. Mais il avait regagné Émilie, regagné la justice et s'était regagné lui-même. Il s'approcha et lui embrassa doucement le front. « Bonne nuit, ma petite fille. » Émilie leva les yeux, souriant, ses yeux pétillants comme des étoiles dans le ciel nocturne. « Tant que tu es là, papa, je n'ai peur de rien. » David la regarda sombrer dans un sommeil paisible, sachant que le voyage n'était pas terminé. Les cicatrices resteraient, mais il ne la laisserait plus jamais affronter le combat seul. Leur maison, autrefois détruite, avait été reconstruite, non pas avec des briques et du mortier, mais avec de l'amour et de la résilience. La lumière qui brillait de leur maison, plus qu'une simple lueur physique, était la lumière de l'espoir, de la guérison et d'un nouveau départ. Nous avons été témoins avec David de la forme la plus brutale de trahison, lorsque la confiance en son propre sang est bafouée, lorsqu'un foyer est volé et lorsqu'une fille est forcée de vivre dans une peur paralysante. Pourtant, dans ces heures les plus sombres, David ne s'est pas effondré. Il s'est battu. Il n'a pas répondu par la violence, mais par la persévérance, par la loi et surtout, par un amour sans borne pour son enfant. À travers les petits mais puissants actes d'Émilie, prendre soin d'elle-même, témoigner courageusement au tribunal où nous voyons la force cachée même dans les plus petits cœurs, et la leçon que le silence ne doit jamais être enduré. Et à travers le sacrifice et le soutien d'âmes bienveillantes comme Sarah, Michael et Madame Carter, il nous est rappelé que même lorsque l'obscurité menace, la lumière de la gentillesse et de la compassion est toujours présente dans une communauté. Cette histoire n'est pas seulement un voyage vers la justice, mais aussi une profonde leçon sur la véritable signification de la famille, non pas seulement par le sang, mais construite par l'amour, la confiance et la responsabilité. Elle nous rappelle aussi la nécessité de la vigilance, que parfois les plus grands dangers viennent des endroits que nous attendons le moins. Mais peu importe à quel point la vie devient dure, tant que nous nous accrochons à la foi, à l'amour et à la résilience, nous pouvons toujours retrouver notre chemin vers une vraie maison. Chers lecteurs, qu'avez-vous ressenti à travers cette histoire? Y a-t-il eu un moment qui a suscité une profonde émotion ou déclenché l'indignation? Nous croyons que chacun de nous peut trouver un morceau de lui-même, une leçon, dans le parcours de David et Émilie. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons écouter, nous connecter, car ce sont des histoires comme celle-ci qui nous rassemblent.